Là, c'est bon, on l'a tout. Voilà, c'est les options qui sont apparues en dessous, d'accord. Okay. C'est bon, merci beaucoup. Okay. On se parle par SMS. Et donc, et là, vous voyez le... D'accord. Merci. Ou tu peux. Ok. Merci, Dominique. À tout à l'heure. Monsieur, la parole est à vous. C'est bon, ok. Merci beaucoup. C'est bon, le PowerPoint est vu? Oui. Oui. Okay. Alors, bonjour à tous. Donc, on va parler de la formation des enseignants-chercheurs, mais sous le prisme de pourquoi former les enseignants-chercheurs pour faire réussir les étudiants, parce que finalement, on pourrait se dire aussi qu'une raison de former les enseignants-chercheurs, c'est déjà la formation professionnelle voilà, d'un professionnel qui finalement va se former à la recherche tout au long de sa vie, hein, quand on fait sa thèse, un postdoc, et puis finalement quand on fait de la recherche tout le long de sa carrière, quand on va à des colloques, on se forme, mais sur le volet pédagogique, c'est vrai qu'on ne se forme jamais, on ne se formait jamais jusqu'à un décret dont je projetterai quelques lignes tout à l'heure, donc qui fait que la formation des nouveaux est obligatoire, des nouveaux maîtres de conférences est obligatoire, donc depuis 2 rentrées universitaires. Mais ça, c'est vu sous le prisme de, on forme des professionnels, il est logique finalement de se former sous les 2 volets de la carrière. Mais pourquoi? En fait, tout ça, c'est bien pour faire réussir les étudiants. Donc, j'essaierai de rentrer aussi par ce prisme-là. Commençons finalement par le contraire, puisque je viens de dire qu'on va parler des étudiants, mais on va parler des enseignants-chercheurs. Le métier des enseignants-chercheurs, ça pourrait s'apparenter un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on essaie de à peu près jongler entre tout, entre la recherche, la correction de copie, l'encadrement de thésards, la recherche de ce financement, la gestion des mails, comme dans tous les métiers, et voilà. Au milieu de tout ça, il ne faut pas oublier donc de se former, puisqu'on ne voit pas l'acte d'ailleurs dedans, on ne voit pas l'acte d'enseigner, on voit que la correction de copie, on parlera de la correction de copie aussi, parce que quand on parle d'enseigner, on ne parle pas de l'acte d'évaluer, et finalement, c'est quelque chose dont on devrait parler dès le début. Je vais essayer de vous en convaincre. Je vous signale au passage qu'est paru depuis quelques mois le document qui s'appelle « Repères pour l'exercice du métier d'enseignant-chercheur ». Je n'ai pas mis de lien sur la diapositive, mais il vous suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré « Repères pour l'exercice du métier d'enseignant-chercheur ». Vous arriverez sur le site du ministère et vous trouverez ce document qui correspond à un travail collaboratif que j'ai piloté, qui parle donc de toute la carrière, de tout le métier, pardon, pas uniquement de la formation, de la pédagogie, mais bien aussi de la recherche, de la gestion de projet, de la participation au fonctionnement d'instances internationales, de quand on est aussi, par exemple, sollicité pour évaluer des projets de chercheurs étrangers. Tous ces volets de la carrière, c'est un référentiel métier. On a donc avec classiquement 2 parties. On a décrit les activités et puis on a décrit les compétences liées à ces activités. Ça a été envoyé aux établissements par le ministère de l'Enseignement supérieur il y a 1 mois, 2 mois à peu près, donc à diffuser sans modération. Et puis ça peut servir à plein de choses, hein. Ça peut servir à mieux connaître son métier, plutôt pour ceux qui n'y sont pas encore, peut-être à attirer dans le métier. Et puis, ça peut servir quand on doit faire des dossiers d'évaluation, des dossiers de promotion, des points d'étape sur sa carrière. Et puis, ça peut servir aussi au service d'appui à la pédagogie pour monter les formations. Donc voilà, tous les usages que vous pourrez en faire. Alors, revenons à la formation en elle-même. Pourquoi aussi former? C'est aussi un problème de qualité de l'enseignement au niveau, pas seulement français, au niveau européen. Alors, je vais vous passer 2-3 diapos antipédagogiques. Je suis désolé, il n'y en aura que 3. J'ai commencé par ça, c'est-à-dire c'est des diapos où il y a du texte, mais c'est pour vous convaincre que ça n'est pas qu'une question française, mais qu'on est vraiment dans cette démarche d'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau européen. Vous voyez, c'est une communication de la Commission européenne au Parlement. Et ce texte dit que la qualité de l'enseignement, c'est un facteur clé de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est d'abord améliorer la qualité de l'enseignement, pas seulement des locaux, pas seulement d'autres facteurs. Hein. Et il faut redoubler d'efforts pour ce qui est des investissements dans la formation pédagogique du personnel universitaire, un domaine qui a toujours été sous-valorisé par rapport à la recherche. On se plaint souvent en France, mais vous voyez qu'il n'y a pas que en France que ce problème existe. D'ailleurs, la trace la plus ancienne que j'ai trouvée, moi, ça date de 1949, c'est au MIT, dans un document qui s'appelle le rapport Lewis,
Je ne vais pas proposer d'extrait ici pour éviter de surcharger en diapo justement avec plein de textes, mais on disait en 49 au MIT que c'était un problème justement d'avoir que des excellents chercheurs et pas d'excellents enseignants. Donc c'est pas nouveau. Et pour finir avec cette communication de la Commission européenne, c'est en particulier l'état de la qualité de l'enseignement dans l'enseignement supérieur doit être amélioré, ce qui nécessite de réaliser des avancées en matière de développement, de reconnaissance, de récompense de l'enseignement de haute qualité. Et c'est complètement la stratégie qu'on essaie de développer au ministère en ce moment, et c'est pour ça qu'on a souhaité rendre la formation des enseignants-chercheurs obligatoire. Et puis dans ce texte d'ailleurs, on dit que la formation initiale est obligatoire, et puis il y a un droit à la formation continue pour essayer de continuer les choses. Bien sûr, on ne va pas simplement se former en quelques heures. Et pour finir avec ce texte, en raison de la diversité accrue de la population étudiante, il est plus urgent que jamais de professionnaliser l'enseignement, et les enseignants doivent être bien préparés, formés, pour être en mesure de prendre en charge des étudiants issus de milieux divers, ayant des attentes et des besoins différents. Et là, je crois qu'on reconnaît vraiment l'enseignement supérieur français en ce moment. Massification, qui dit massification, dit diversification. On a des étudiants qui viennent pour des choses différentes, on a des étudiants en reprise d'études, on a des gens qui sont en formation tout au long de la vie dans nos amphis, on a des gens qui sont par ailleurs sportifs de haut niveau, qui sont en soutien de famille, etc. Et ben voilà, il faut gérer toute cette diversité. Et peut-être il faut s'y préparer un petit peu, il faut déjà savoir qu'elle existe et puis former un peu les enseignants là-dessus. Alors voilà, c'est ça, on va passer quelques temps à décrire un petit peu ce contexte. Le contexte, alors là il est peut-être un peu poussé à l'extrême parce qu'on voit un amphi bien plein comme on aimerait en voir parfois, mais on voit un amphi aussi, vous voyez, il y a des rangées de pommiers un petit peu partout. Et voilà, souvent nos amphis, enfin de plus en plus, ressemblent à ça. Donc le contexte change. Alors, okay, ce n'est pas une vue qui a été prise en France, mais on commence à prendre quand même un petit peu le même type de photos dans nos amphis. D'ailleurs, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat des générations X, Y, Z, on parle de alpha aussi maintenant, parce que tout ça repose d'ailleurs sur des concepts un petit peu erronés de Marc Pransky d'il y a quelques années, qui fixait les gens nés à partir de telle année sont dans la génération Y, et puis la génération Z, etc. Le concept, il est un petit peu faux. Il est un petit peu faux parce que, en réalité, c'est pas tellement le fait d'être né à telle ou telle année, on est tous devenus des gens de la génération Y et Z parce qu'on baigne tous dans une culture de l'information disponible partout et en tout temps. On passe tous notre temps à envoyer des messages pendant les réunions, on baigne tous dans l'information. Ok, donc on est tous finalement un peu de cette génération-là, mais c'est quand même intéressant de voir. Donc c'est une étude qui avait été faite sur des enfants qui avaient entre 2 et 5 ans. Alors c'est pas les enfants qui ont répondu aux questions, c'est leurs parents quand même, je vous rassure, qui a été conduite par une boîte de technologie numérique et qui nous dit que voilà, les enfants finalement sont... Qu'est-ce qu'ils savent faire entre 2 et 5 ans? Il y en a 69%, vous voyez, qui peuvent utiliser une souris, mais seulement 11% qui peuvent lasser leurs chaussures. Il y a 63% qui sont capables d'allumer et d'éteindre un ordinateur. 58%, c'est faux maintenant, j'écoutais ce matin des données, on est bien au-delà, mais 58% des gens, des enfants jouent sur une console, mais seulement 20% peuvent nager dans cette tranche d'âge, etc., etc. Donc voilà, on est dans, vous voyez où je vais vous emmener, on est dans un monde numérique. Ce monde numérique, forcément, je ne veux surtout pas vous dire qu'on fait que de la bonne pédagogie numérique, c'est absolument pas du tout mon message, mais vraiment, elle est partout, cette technologie, donc il va falloir s'y adapter. C'est ce qu'on va voir un petit peu. Donc dans ce contexte, voilà, pour résumer, finalement, on a des étudiants qui sont comme ça dès leur plus jeune âge. Bon, ceci dit, il fallait peut-être pas s'y étonner parce qu'on les a préparés comme ça. Donc voilà, il s'est passé probablement quelque chose. Mais en tout cas, voilà, complètement dans le numérique. Et puis peut-être deuxième aspect de cette génération, c'est qu'ils n'ont pas forcément les mêmes repères que nous. Pour commencer, tu écoutes et tu prends note. Donc je pense que voilà, si tu écoutes et tu prends note, et j'écoute qui? Le prof, oui. Ils ont des fois des réflexes qui sont pas les nôtres, ou ils ont plutôt pas les réflexes peut-être qu'on avait. Donc, ok, ils sont différents, alors on peut se lamenter, etc. Il n'empêche que ce sont eux qui sont dans nos cours, dans nos amphis, et il faut prendre en compte ce contexte.
Alors, pour continuer un petit peu hein, sur ce contexte, voilà, c'est un rapport qui est sorti il y a 15 jours, hein, c'est le rapport numérique, donc, tous les 2 ans, vous avez la référence, c'est le baromètre du numérique 2019, hein, qui est édité par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications. Et le quotidien des Français, alors, vous voyez, on voit que 95% ont un téléphone mobile et 77% c'est un smartphone, 80, plus que 80% ont un téléphone fixe, c'est en train de diminuer. Donc, on a vraiment, c'est le smartphone qui augmente d'ailleurs, qui augmente dans la possession, qui augmente aussi dans les usages de plus en plus. Hein, c'est en bas à gauche hein, sur la diapositive. Et vous voyez que 51% des gens se connectent de préférence sur Internet avec le smartphone et plus que 31% l'ordinateur. Il y a 4 ans, on était à égalité, on était dans les 40% à peu près sur chacun de ces deux outils. Donc ça, c'est d'ailleurs intéressant quand on développe des applications, qu'elles soient pédagogiques en particulier, il faut vraiment penser à les développer de plus en plus sur le smartphone. C'est étonnant, hein, moi je vois bien dans mes groupes de travaux dirigés, les étudiants, en fait, quand je leur mets éventuellement un fascicule à imprimer, autrefois, ils l'imprimaient, ensuite, ils venaient avec leur ordinateur et maintenant ils le regardent. Alors ça m'épate parce que moi je suis à un âge où les bras commencent à pousser, où j'ai du mal à voir en tout petit, mais en fait, ils lisent des documents sur leur smartphone de plus en plus. Donc voilà, il faut observer et bon, leurs habitudes et vous voyez que cette enquête reflète tout à fait ce qu'on peut constater tout un chacun dans les amphis, dans les salles de télé. Voilà ce qui se passe sur Internet, parce que souvent les étudiants sont connectés pendant nos cours, et pas que sur nos cours. Ce qui se passe, vous voyez, alors je vais passer les usages de type Tinder ou achat Snapchat ou Instagram, mais vous voyez que chaque minute sur Internet, on charge 4,5 millions de vidéos sur YouTube. Et si je cite ça, c'est que sur YouTube, il y a des très bons cours. Il y a des cours parfois qui sont peut-être bien meilleurs que mes cours de biologie moléculaire que j'enseigne à mes étudiants. Donc finalement, pourquoi ils n'iraient pas? Si après tout j'enseigne mal et qu'ils trouvent toutes les infos là, pourquoi pas? Donc il faut prendre conscience de ça, qu'ils ont accès aussi à de la bonne information. Ils ont aussi accès à des fois n'importe quoi. Et ça, je vais vous en parler un petit peu. Alors, j'ai oublié de vous dire en commençant cette présentation, qu'en fait, j'étais professeur de biologie moléculaire. Je viens de le citer par hasard en disant il y a mes cours de biologie moléculaire. Et ce n'est pas anodin parce que voilà, j'exerce une fonction qui est de conseiller stratégique pour la pédagogie à la direction générale de l'enseignement supérieur. Et vous voyez, je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'éducation. Je ne suis pas un spécialiste de cette technique, de ça, parce qu'en fait, la volonté, qu'est-ce que ça retrace derrière, c'est que la pédagogie, ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui serait spécialiste des sciences de l'éducation. C'est tous les enseignants doivent c'est vraiment le quotidien de chacun des enseignants. Et c'est pour ça qu'on n'a pas spécialement fait appel à quelqu'un dont ce serait complètement l'intérêt scientifique, thématique au départ. Donc voilà, Internet, les étudiants peuvent y trouver le pire comme le meilleur, et y compris concernant mes enseignements. Alors le contexte aussi, revenons à ces amphis qui sont de plus en plus pleins, cette massification. Alors vous savez ces chiffres-là, c'est à peu près 27-28% des étudiants qui obtiennent leur licence en 3 ans. Ça, c'est le chiffre qu'on nous donne en permanence, et qui effectivement fait un petit peu mal. Il est vrai, sauf qu'il reflète bien sûr des choses extrêmement différentes. On ne peut pas se limiter à ce chiffre-là, parce que quand on regarde uniquement les étudiants qui sont des étudiants qui ont un baccalauréat général et qui sont des primants, qui viennent des néo-bacheliers et qui arrivent en licence et qui sont présents, on sait que les chiffres, on commence à savoir que les chiffres sont plutôt autour de 60% de réussite. Alors, ça ne veut pas dire que c'est assez 60%. Il ne faut absolument pas se contenter sans doute de ces 60%. Mais le chiffre de 27, il reflète des choses très différentes. Et puis en plus, il ne prend pas en compte que certains ne vont de toute façon pas se présenter à tous les examens, non pas parce qu'ils parce qu'ils ne viennent pas, pour des raisons de manque d'assiduité, mais parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont d'autres activités. Et eux, leur objectif n'est pas de valider leur licence en 3 ans, mais peut-être en 4 ans ou en 5 ans. Donc ce chiffre, il fait un petit peu… Donc il est à tempérer, même s'il est bien sûr beaucoup trop faible.
Mais ça interroge aussi, justement, c'est quoi la réussite? Est-ce que c'est ce chiffre, cette statistique-là? Est-ce que c'est la réussite pour l'étudiant? Parce que l'étudiant a une vision peut-être différente, effectivement. Lui, il voulait valider sa licence en 5 ans, il a validé sa licence en 5 ans, parce qu'à côté, il travaillait pour livrer des pizzas ou pour garder des enfants, etc. Donc finalement, voilà, ce n'est pas un échec pour lui d'être là en 5 ans. Est-ce qu'on voit ça du côté de l'institution? Et l'institution, l'université, l'école, elle voudrait bien, elle, que tous ces étudiants réussissent leur licence en 3 ans. Ou est-ce que c'est vu pour la société? Et la vue pour la société, c'est quoi? Ben, ça va être, est-ce que les études amènent à une insertion professionnelle? Et avec l'insertion professionnelle, on va voir sur la question du développement de compétences, dont je vais parler dans quelques instants. Donc voilà, ça dépend aussi, la réussite, quel est le prisme par lequel on essaie de regarder ça. Je voudrais quand même juste rappeler que même si des fois on a tendance à en douter dans la société, que le diplôme, c'est quand même ce qui se protège le mieux du chômage, c'est la partie basse de ce schéma, qui nous montre que sans diplôme, le taux de chômage, vous voyez, vous avez des taux de chômage en bas qui sont 50, 26, 13%. Vous voyez, donc sans diplôme, on a un chômage beaucoup plus fort que après un diplôme. Et donc, pour les diplômés de l'enseignement supérieur, on a 13% de chômage 3 ans après la sortie du système éducatif. Et encore, c'est un taux qui reflète tout, niveau licence, niveau master, niveau doctorat. Et donc, c'est 16% en licence, mais c'est 10% en master et c'est 6% après avoir fini un doctorat. Donc, pourquoi je vous présente ça? C'est qu'on peut se dire finalement à quoi rime cette massification de l'enseignement supérieur? Jusqu'où va-t-on aller? On sait que le diplôme est quand même quelque chose qui protège du chômage avec des métiers qui évoluent de plus en plus. Bien sûr, et puis il y a une aspiration sociale de chaque étudiant à vouloir être diplômé, qui est tout à fait logique. Alors, quand on parle justement d'évolution des métiers, de diplomation, alors j'espère que voilà, des coupures d'image, j'espère que en ligne, ça ne se voit pas, donc formidable, c'est uniquement moi, donc c'est pas très grave, justement. Donc c'est voilà, les métiers changent, besoin de qualification de plus en plus, besoin de faire des études. Et alors ce schéma montre justement quel est le pourcentage de travailleurs qui occupent donc en Europe, enfin pas seulement en Europe, vous savez la Corée complètement à droite, mais il y a essentiellement des pays européens, pourcentage de travailleurs qui occupent un emploi à risque élevé d'automatisation. Et donc, vous voyez qu'en France, qui se situe dans le tiers à droite à peu près, on a 9% de nos emplois, dont 70% des tâches, plus de 70% des tâches sont automatisables. Et donc, il y a un fort risque de disparition de ce métier. Et puis, vous avez là, le rosé plus clair, donc les tâches où on est entre 50 et 70% des tâches au sein de ce métier qui sont en train d'être, qui sont automatisables. Et donc, c'est des métiers qui ne vont pas forcément disparaître, mais qui en tout cas vont se transformer beaucoup, vont être impactés. Et ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, uniquement des métiers qui sont des métiers sous-qualifiés aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, quand dans le domaine du droit, quand il y a toute une série de tâches de recherche, de jurisprudence, qui maintenant, autrefois, relevaient vraiment de la connaissance, de la jurisprudence, on recherchait des arrêts, tout ça maintenant est complètement automatisé, enfin est en train d'être complètement automatisé. Donc, il ne s'agissait pas d'un métier sous-qualifié. Au contraire. Donc voilà, il faut imaginer, je ne cite qu'un exemple, mais on pourra en citer plein. Donc voilà, des métiers qui bougent. Donc forcément, si je reprends mon exemple du droit, eh bien forcément, il va falloir former justement à des aspects numériques, de recherche de données, qui n'étaient pas dans le cursus de droit historiquement. Et la question de l'intelligence artificielle, donc là, je ne vais pas non plus détailler, mais vous voyez, ça c'est une étude extrêmement récente, vous pouvez aller la lire, enfin elle a 1 an, qui montre comment l'intelligence artificielle débarque vraiment dans tous les métiers et est vraiment en train de changer le marché de l'emploi. Donc voilà, ce contexte, c'est vraiment des métiers qui changent, donc il va falloir préparer les étudiants différemment. Alors, le contexte, c'est aussi ça, c'est la diversité des étudiants. Voilà, donc il y a les très bons élèves, il y a des élèves qui ne sont pas forcément plus mauvais, mais enfin qui, bon, vont avoir eu une soirée un peu chargée. Vous remarquez qu'il y a un affreux stéréotype de genre, quand même, c'est la bonne élève et c'est le fêtard. Je souligne, je m'insurge contre cette représentation honteuse. Mais alors, est-ce que c'est nouveau ça? Parce qu'on a tendance à dire oh, les étudiants, ils ne suivent pas, enfin voilà. Alors voilà, je vous présente une image que sans doute vous avez déjà vue, donc cette lithographie qui nous montre qu'au Moyen-Âge,
c'était la même chose. Vous remarquez que ceux du premier rang, ils ont tous leurs livres. Vous voyez qu'au deuxième rang, il y en a un qui est en train, je ne sais pas, de compter fleurette à sa voisine au bout du rang. Au troisième rang, il y en a un qui dort, là, au premier plan. Et au quatrième rang, il y en a un qui est franchement debout, qui est en train de raconter son week-end à un de ses collègues. Donc finalement, il n'y a rien de nouveau. Si vous prenez aussi les textes, hein, on sait, il y a des textes assez intéressants, justement au Moyen-Âge, où je me souviens d'un où c'est quelque part aujourd'hui en Pologne, le nom de la ville m'échappe, où on demandait justement à un maître combien il avait d'élèves, et il dit dans sa salle, et il dit entre Apollon et les 9 muses, 11. Donc il avait un étudiant en face de lui. Donc cette désertion des amphis, bon, elle n'est pas forcément non plus récente. Voilà. Bon. Donc ça, c'était pour vous faire réfléchir un petit peu, ou des fois on a l'impression que c'était mieux avant, etc. Bon, pas toujours quand on prend un petit peu de recul historique. Alors, former les enseignants-chercheurs, pourquoi aussi, c'est que finalement, voilà, sans formation pédagogique, finalement, c'est quoi un prof? C'est un bon élève qui a trouvé du boulot, qui n'a jamais sorti de l'université. Donc, c'est un peu sous la forme, cette fois-ci, de l'humour. Mais oui, ça paraît évident. Pourquoi on serait le seul métier dans lequel on ne se formerait pas? On se forme à tous les métiers. Moi, je ne connais pas d'autres exemples où on ne se formerait pas. Or, jusqu'ici, on ne se formerait pas au volet pédagogie du métier. Alors voilà, c'était juste pour, c'est ma dernière diapo anti-pédagogique, je vous assure, c'est promis, c'était pour vous rappeler le texte, hein, que voilà, ce décret d'il y a 2 ans, mais qui est rentré en vigueur en septembre 2018 uniquement, donc voilà, a dit qu'on bénéficiait, tous les nouveaux maîtres de conférences bénéficient d'une formation visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier. L'approfondissement, parce qu'ils peuvent avoir eu des formations, certains d'ailleurs ont enseigné pendant longtemps, certains étaient par exemple professeurs agrégés, sont devenus maîtres de conférences, certains ont été ATER, ont pu avoir des formations. Ça peut, voilà, donc ça peut être, pas forcément une première formation, ça peut être un approfondissement. Et donc, justement, la formation peut être adaptée en fonction du parcours antérieur des maîtres de conférences stagiaires. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon professeur? Alors, si je vous avais en face de moi, je ferai un petit sondage pour savoir, pour vous, ce que sont les caractéristiques d'un bon professeur. On dirait l'écoute. Alors, on me dit là, bon, être à l'écoute, oui, être à l'écoute. Alors, comme il y a quelques autres personnes face de moi, moins qu'à distance, mais quelles sont les caractéristiques d'un bon professeur? Apprendre. À faire. Apprendre. Ah oui, faire apprendre. Voilà, mais là, on est plus dans. Vous êtes trop loin dans la réflexion par rapport à la réponse. L'esprit critique. Enfin, derrière la remise en question. Oui, mais un bon professeur, je vais dire, alors peut-être j'ai mal posé ma question, pour un élève, a priori, alors pédagogue, c'est quoi? Quelqu'un qui arrive à expliquer des choses difficiles. Ouais, qui arrive à expliquer. Sur ses caractéristiques personnelles, il serait comment? Humain, attentif, empathie, voilà. Ne pas se résigner à la première difficulté vis-à-vis d'un étudiant, par exemple. Voilà, oui, ne pas s'arrêter aux premières difficultés, mais voilà, mais personnaliser son enseignement. Alors en fait, voilà, il y a un ouvrage, hein, j'ai cité la référence, qui a essayé d'étudier ça, enfin de collationner des choses, des études, et en fait, il n'y a pas de bon. Voilà, mais en fait, vous avez un peu répondu. Il y a des modalités d'enseignement qui vont être meilleures, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui tient à la personnalité? C'est-à-dire quelqu'un qui serait empathique, qui serait plus. Voilà, qui serait. La différence en tant qu'étudiant, si on a un professeur qui a de l'empathie pour nous, on aura davantage envie de réussir dans son cours. Alors ça, a priori, on a cette impression-là, de dire, voilà, oui, on a envie de… Mais est-ce que vraiment ça va jouer, à part ponctuellement, mais globalement, de manière massive, est-ce que ça va jouer vraiment sur la réussite des étudiants? Les études montrent que non. En fait, il n'y a pas des caractéristiques. On pourrait dire, voilà, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Vous n'avez pas cité l'humour, mais des fois ça sort. Hein. Voilà. Est-ce que l'humour, ou être gentil, est-ce que ça fait mieux réussir les étudiants? Là, la réponse est non. On n'a pas pu sortir des traits de caractère, en fait, finalement, hein,
qui soit lié avec l'idée d'être un bon professeur qui ferait réussir. Alors bien sûr, on peut être plus ou moins sympathique, mais entre être sympathique et réussir, avoir un prof qui est sympa et réussir dans la matière, il n'y a pas en fait de lien aussi clair qu'on peut, intuitivement peut-être on pourrait le. Eh bien en fait non, là l'intuition. On va parler souvent des biais cognitifs et tout ça. Alors en fait c'était simplement pour vous amener à l'idée que dans les sciences de l'éducation, ce sont vraiment des sciences dans lesquelles il y a énormément de données. Hein, c'est pas quelque chose qui se ferait comme des fois certains l'imaginent, qui ne sont pas du domaine, en disant que ça se ferait un peu au doigt mouillé, j'allais dire. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a un chercheur néo-zélandais, qui s'appelle John Hattie, qui il y a 10 ans a recensé justement tous les travaux enfin à peu près tous les travaux qui s'étaient faits, parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc, son étude s'appelle Visible Learning. Et en fait, il a recensé 52 637 études qui se sont faites sur plus de 100 millions d'étudiants dans plus de 30 pays dans le monde. Et donc, pour essayer de sortir de grandes données. Depuis les travaux de John Hattie, depuis une dizaine d'années, on doit être à peu près à 100 000 maintenant études en sciences de l'éducation. Et puis justement, je vais vous citer quelques éléments en parlant des fois un petit peu de neurologie, justement, de neurosciences. Si on ne va pas passer tout ça en revue. Et je voudrais commencer par donner quelques neuromythes, sur les quelques mythes vous avez tous forcément entendu parler sur la question des styles d'apprentissage. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Qu'on apprendrait chacun différemment? Non? Ça vous dit quelque chose? Non? Et bien voilà, que certains seraient visuels, certains seraient auditifs, une mémoire auditive, visuelle, ou plus du toucher, de se ressentir les choses, pas forcément toucher d'ailleurs, vraiment, mais ressentir un petit peu les choses émotionnellement aussi, ça peut être physiquement, mais en fait ça c'est faux. Enfin, d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs, j'ai mis un lien à ne pas suivre, j'ai mis des points d'exclamation, il y a des vidéos par exemple quelqu'un sur YouTube qui fait beaucoup de vidéos, monsieur Jean-François Michel, je ne connais pas, je n'ai rien contre lui, mais alors il vous fait des grandes théories là-dessus, c'est complètement faux, ça ne repose absolument sur rien en neurosciences. C'est-à-dire vraiment en neurosciences, vous savez, maintenant on peut voir l'activité du cerveau, on peut voir par ce qu'on appelle de l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire on peut voir face à un stimulus quelles sont les zones du cerveau très précisément qui s'activent. On voit par technique d'IRM, et notamment par ce genre de choses, il n'y a pas de profil de compréhension, il n'y a pas de mémoire visuelle, auditive. On a l'impression pourtant de se dire, tout le monde dira, mais si, moi souvent on dit cet exemple, moi j'avais une mémoire visuelle, je voyais bien dans mes cours, c'était écrit en haut à droite, je l'avais surligné en rose. On a tout, d'ailleurs c'est souvent l'exemple qu'on signe, les gens vont plutôt dire, ah ouais, j'ai une mémoire visuelle. En fait, tout ça n'existe pas, ça n'a pas de fondement scientifique. Voilà. Donc les élèves par contre peuvent avoir une préférence pour une modalité, mais les recherches justement qui essaient de vérifier si on apprend mieux avec un enseignement qui semble adapté à sa préférence. Vous pouvez dire moi c'est visuel et on va vous faire un enseignement qui va être plus adapté là-dessus, et bien ça ne confirme pas cette hypothèse. Vous n'allez pas mieux réussir. Alors vous pouvez avoir une vraie préférence, il n'y a pas de souci, ça c'est vrai, mais vous n'allez pas mieux réussir si on essaie de focaliser l'enseignement de cette manière. Voilà, bon, je vous ai mis un exemple de référence. Peut-être vous avez entendu parler de dominance hémisphérique, les gens qui sont plus hémisphère gauche, hémisphère droite, arrivant plus être émotionnel ou plus être logique, etc. Voilà, on entend, on lit beaucoup ce genre de choses, et donc ça vient de l'idée qu'il faudrait du coup adapter l'enseignement finalement si les gens sont l'un ou l'autre. Alors en fait, non, ça n'existe pas. C'est pareil, la science ne confirme absolument pas ça. Donc, certaines personnes vont être plus ou moins artistes, par exemple, avoir plus ou moins telle ou telle compétence, mais on ne peut pas dire que ça deviendrait parce qu'ils sont plus cerveau gauche ou cerveau droit. Et il n'y a pas de preuve qu'il y aurait des différences de connectivité des hémisphères cérébraux entre les gens. Donc, voilà, ça, c'est typiquement un neuromythe. Je pourrais vous en mettre beaucoup. J'en ai mis un dernier parce que c'est quand même le plus beau, peut-être. Pas idée, comme ça, on est rentré un peu dans les neuromythes. Donc, je vais donner deux exemples. Un autre qui que vous auriez entendu. Je ne dis pas que vous y croyez. Non, alors, enfin, ici, en présence, ça ne dit rien. Ce serait qu'on n'utiliserait que 10% de son cerveau. Ah oui. Alors, vous l'avez entendu, ça, même si vous ne croyez pas. Mais il y a quand même beaucoup de gens dans la population qui croient à ce genre de choses. En plus, c'est relayé par des films. Par exemple, dans plusieurs, mais même dans Inception, pour prendre un film
récent. Dans Inception, il y a plusieurs allusions en disant que voilà, c'est justement la nuit, on dort dans les rêves des rêves, puisque c'est des rêves imbriqués. On utilise plus que ça de son cerveau. Bon, c'est colporté aussi dans une autre série d'il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Kyle XY, où il y a un gars qui a des capacités cérébrales extraordinaires parce qu'il utilise 100% de son cerveau, etc. Bon, tout ça est absolument faux, hein, ça, puisque de toute façon, moi qui suis biologiste, en termes d'évolution, hein, s'il y avait 90% du cerveau qui ne servait à rien, il y a longtemps que ces 90% auraient disparu, hein, parce que voilà, l'évolution, elle se fait comme ça. Alors, on pense que ça vient de la confusion entre les neurones et les cellules de soutien, qui sont les cellules gliales. Et d'ailleurs, souvent, dans le pourcentage est erroné, puisque en fait, on pensait qu'il y en avait 90%, mais en fait, il y en a plus, probablement 50%. Voilà. Donc, bon, enfin, c'est un neuromythe qui est assez ancré. Alors, on parlait tout à l'heure de j'ai l'impression de ceci, de cela, d'être plus visuel, etc. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, alors c'est pas du tout lisible, bien sûr. Le but, c'est de vous emmener à aller voir ça si vous voulez rechercher ça. On a recensé, enfin ce chercheur a recensé plus de 250 biais cognitifs. Et avec, bon, si vous ne voyez, vous ne pouvez lire qu'une seule chose, hein, qui sont les 4 éléments écrits en gros. Hein. On a trop d'informations, de quoi devons-nous nous rappeler, le besoin d'agir vite et pas assez de sens. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Vous voyez, bon, j'avais fait un zoom sur une certaine partie pour essayer de voir, mais voilà, ça se lit pas bien. Vous pourrez le lire en suivant. Voilà, si vous suivez ce lien, vous aurez ce document et puis l'explication de ce que sont ces biais cognitifs. Mais pour reprendre les 4 données, hein, qui sont indiquées, la première chose, pour résumer un peu tout ça, les biais cognitifs, c'est qu'on a trop d'informations et on filtre en masse des informations en permanence. Mais il y a beaucoup de sujets, donc finalement, on va vraiment s'encombrer que du strict nécessaire au sein de ces sujets. Et souvent, comme il faut agir vite, la pensée, on saute directement aux conclusions, en oubliant tout le cheminement qui a amené à cette conclusion-là. Comme des fois, le manque d'informations, parce qu'on trie trop, finalement, tout ça devient un petit peu confus, on ne sait plus. Et on a tendance, au contraire, à remplir les trous avec un certain nombre de… On refait des conclusions, hein, pour essayer de donner du sens à tout ça. Et ça crée tout ça, on a tous des biais cognitifs parce que même si quelque chose apparaît comme une fake news, aujourd'hui nous apparaît effectivement, il y a ça qui sort, on sait vraiment, on a l'assentiment que c'est faux. Il n'empêche que les choses diffusent de plus en plus de gens le racontent, c'est publié, c'est repris par de la presse, etc. Et à la fin, au bout de quelques mois, de quelques temps, qu'est-ce qui nous reste? L'idée nous reste et on se dit, oui, mais ça avait bien été publié par des choses sérieuses. Comme, il y a peut-être bien quelque chose quand même de vrai dans cette histoire. Et même une fake news, a priori, qui nous paraît évidemment comme une fake news, au bout de quelques temps, parfois, passe dans le côté du on n'est plus très sûr que ce soit si faux que ça. Et on a oublié tout ce qui avait, tout ce qui était sur le fondement de cette fake news. Pourquoi? Et donc, justement, comment réagit notre cerveau? Donc certaines informations que nous avons écartées, que nous avons filtrées, étaient en fait utiles et importantes. Et voilà, une partie des choses dont comme notre mémoire va éliminer des choses, une partie des choses dont on se rappelle le plus tard, rendre ce système de tri encore plus biaisé, encore plus dommageable pour notre pensée logique. Et donc, ça nous amène à des conclusions qui peuvent être totalement injustes, égoïstes, c'est-à-dire complètement centrées sur nous. Donc, on finit par adopter, à se souvenir de telles choses simplement parce que ça nous marque plus, nous, personnellement, et on finit par croire que c'est l'opinion de tout le monde. Et donc, voilà, notre quête de sens peut générer des illusions parce qu'on finit par imaginer parfois des détails qu'on a rajouté pour essayer de faire du sens dans tout ça. Et donc, vraiment, on renforce en permanence ces biais cognitifs. Donc, nous, on est tous sujets à ça. Donc, nos étudiants sont sujets à ça. Et il va falloir aussi
nous aider, les aider à lutter contre ça. Alors si je vous dis ça, c'est que nos étudiants, pour finir de les caractériser un petit peu, hein, c'est qu'en fait ils sont ils sont soumis à plein de fake news en permanence. Hein. Vous savez bien, le réchauffement climatique n'existe pas. D'ailleurs, il y a même des gens extrêmement célèbres qui ont tweeté ça. Ce qui m'interroge là-dessus, ce qui me fait peur, c'est pas tellement qu'ils l'aient tweeté, c'était tous les likes et tous les retweets qu'il y avait le jour où j'ai pris cette image sur le compte de ce personnage célèbre. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à penser que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que les vaccins tuent ou rendent autistes. Là, je pourrais vous en parler longtemps parce qu'en tant que biologiste, il y a juste une étude un jour qui a montré le lien entre un vaccin et un schéma autistique, sauf que cette étude était truquée, on le sait, elle a été retirée, il y avait des conflits d'intérêts, la personne avait été payée par un cabinet d'avocats, etc. Et depuis, il y a eu plus de 200 études qui n'ont montré aucun lien, qui n'ont jamais pu montrer, mais tout le monde a entendu parler du fait qu'il y avait un lien entre les vaccins et l'autisme, et ce lien, il n'y en a aucun, il n'a jamais été montré par personne, nulle part, sauf par une étude truquée et retirée depuis. Mais on sait qu'il y a aussi toujours des gens très célèbres qui s'exclament en disant il y a tant de cas d'autisme liés au vaccin, etc. Voilà, donc c'est grave parce que nos étudiants, mais ils vivent dans ce monde-là aussi. Hein. Donc, problème de pensée critique. Alors, je vais vous montrer un dernier exemple aussi, c'est comme quoi notre milieu quand même nous incite à ça aussi. Ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis également. Pour voir, êtes-vous d'accord avec cette phrase, hein, tout simplement, phrase qui est assez prudente quand même. Il y a une forte probabilité que le réchauffement global actuel soit principalement dû aux activités humaines comme brûler des énergies fossiles. Il y a une solide évidence principalement due, bon, voilà, ok. Et donc on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, c'est que moins on est éduqué, donc c'est la partie gauche du schéma, moins on croit à cette phrase, moins on croit qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique et brûler des énergies fossiles. Plus on est éduqué, c'est sur la partie droite, plus on croit que cette phrase est vraie. Ok, on peut dire finalement, c'est peut-être assez attendu, mais maintenant, cette même étude a été faite dans la partie droite, que je vais vous dévoiler maintenant, en fonction de l'opinion politique, démocrate ou républicain. Eh bien, vous voyez que plus on est républicain, plus on est éduqué. Hein, donc, quand on est républicain, plus on est éduqué, moins on croit que la phrase est vraie, alors qu'au contraire, quand on est démocrate, on croit... plus on croit que la phrase est fausse quand on est républicain, et plus on croit qu'elle est vraie quand on est démocrate. Ça veut dire que son milieu, les pensées du groupe, influent et sont plus fortes que en fait, la capacité intellectuelle de comprendre une donnée scientifique, plus forte que l'éducation. Voilà. Donc, on a un rôle, nous aussi, en tant qu'enseignants, hein, à lire et puis à aider nos étudiants à sortir de ça. Et puis, alors voilà, moi, j'aime bien montrer aussi ça à mes étudiants, leur faire comprendre qu'il n'y a que corrélation n'est pas causalité. Alors, j'ai pris un exemple, voilà, on pourrait très bien imaginer qu'il y a ce sont des vraies courbes de la vente des aliments bio et de la détection de l'autisme, et on pourrait dire, voilà, finalement, on sait très bien ce qui cause l'autisme, c'est peut-être pas les vaccins, comme tout à l'heure, c'était la vente d'aliments bio. Voilà, et donc, il faut apprendre à nos étudiants que corrélation n'est pas causalité. Voilà, donc c'est tellement important d'ailleurs que l'Assemblée nationale a pris une résolution à l'unanimité il y a 3 ans, pour dire que cette confusion entre connaissance et opinion constitue vraiment une sérieuse menace pour le bon fonctionnement de notre démocratie, en alimentant les processus sectaires et diverses formes de radicalisation. On voit bien comment les fake news alimentent tous les processus sectaires. Et donc, c'est aussi quelque chose qui doit inciter les enseignants du supérieur à vraiment enseigner la pensée critique aux étudiants et pas simplement leur enseigner tous les détails de la géographie, tous les détails de la biologie moléculaire ou du droit, mais chaque fois que c'est possible, hein, vraiment faire réfléchir sur ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut enseigner justement? Alors, en fait, la question est mal posée parce qu'en fait, Einstein nous dit « je n'ai jamais rien enseigné à mes appris ». À mes élèves, hein, j'aurais rien enseigné, je leur ai mis en place les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. Hein, on n'apprend pas aux étudiants, on met en place les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. Donc c'est ça qui doit vraiment nous gouverner, le processus d'apprentissage, c'est eux qui vont aller le faire. Alors alors bien sûr, on va apprendre du contenu disciplinaire, bien sûr, heureusement. Parce que les compétences ne sont fondées que sur du contenu disciplinaire. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que je vais dire maintenant en parlant de compétences. D'ailleurs, c'est un peu un débat franco-français qui opposerait les connaissances et les compétences. Les compétences, au terme, l'acception
dans tous les pays donc, qui n'ont pas ce débat que je trouve un peu idiot, ce sont les connaissances, donc les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. C'est ça qu'on appelle une compétence. Donc bien sûr, les compétences, elles sont ancrées dans le disciplinaire. Et voilà ce que nous dit alors le World Economic Forum. Je ne fais pas de publicité pour le World Economic Forum, hein, mais décrit voilà, ce que sont les compétences du 21e siècle. Donc, c'est bien sûr les connaissances, la partie gauche, hein, c'est voilà, ce qu'on a l'habitude d'enseigner à l'université. Hein, donc, l'expression, la lecture, la numératie, la culture scientifique, la culture numérique, la culture financière, etc., la culture générale, la citoyenneté. Bien sûr, c'est essentiel pour l'employabilité, mais c'est aussi la pensée critique, la créativité, la communication, la collaboration, l'esprit d'initiative, etc. Donc, on a la mission, je pense vraiment qu'on a la mission de former les étudiants à tout ça et pas seulement aux connaissances, même si ce sont bien sûr les éléments de base de fondement. Alors, des compétences, oui, c'est bien beau, dire qu'on va leur donner des compétences, mais attention, ce n'est pas juste du déclaratif de notre part. Il va falloir évaluer ces compétences. Et ça, c'est très important. Voilà une autre vue, hein, pour vous dire que ça, c'est quand même mouvant. Hein, c'est aussi la même chose qui sort du World Economic Forum pour vous dire que ça évolue. Voilà ce qui était attendu en 2015, ce qui est attendu en 2020, semble-t-il. Hein, et la question de la pensée critique, vous voyez, qui était par exemple en 4e position dans la partie 2015, se retrouve en 2e position dans la partie 2020. Donc, vous voyez, tout ça est en train... intelligence émotionnelle, oui, il y a des choses qui doivent nous interpeller, hein, la flexibilité cognitive sur ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure vis-à-vis du cerveau, du fonctionnement du cerveau. Ok, donc ça veut dire concrètement c'est quoi? On va apprendre des compétences, ok, c'est bien beau, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon ou dans tous les autres pays, pas seulement dans le monde anglo-saxon, hein, c'est vraiment la traduction c'est vraiment le sens qu'on dit dans tous les pays, c'est les learning outcomes, c'est-à-dire des objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire ça n'est plus faire rentrer du savoir dans la tête, si tant est que ça n'ait jamais marché, de faire cette stratégie qu'on voit sur la partie gauche de la figure. Mais c'est vraiment les learning outcomes, ça doit être la pierre angulaire de nos cursus, hein, de comment on va former nos étudiants. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Alors si je me remets dans le processus de Bologne avec j'avais oublié qu'il y avait aussi cette diapo, mais elle est faite que vous puissiez la regarder après. Ce qu'on appelle les descripteurs de Dublin, ça date de, je crois que c'est 2002. C'est quand était en train de se structurer hein, l'espace européen de l'enseignement supérieur, le processus de Bologne, pour parler autrement, a défini donc à l'époque voilà, ce qu'on devait attendre pour des étudiants de premier cycle, de deuxième cycle, de troisième cycle, donc en termes de compétences, de connaissances, d'application des connaissances, d'analyse critique, etc. Alors vous voyez, à chaque fois il y a une gradation entre premier, deuxième, troisième cycle. Hein. Si on prend juste par exemple la deuxième ligne, l'application des connaissances, hein, on va utiliser de façon professionnelle des connaissances et des compétences. En deuxième cycle, on va l'appliquer à des situations nouvelles ou pluridisciplinaires. Et en troisième cycle, cette fois-ci, on contribue à la production, à l'analyse critique, à l'évaluation des connaissances. Donc, à chaque fois, ce sont des objectifs et qu'aujourd'hui, on enseigne en licence, en master, en doctorat. Hein, donc, on doit être dans ce schéma-là. Alors, il a été un peu précisé depuis 2002, hein, donc je pense que c'était la date. Donc, vous avez un petit schéma, un résumé, vraiment quelques dates justement de cette construction européenne en termes de compétences, mais au niveau appliqué aussi au niveau français. Hein, donc, depuis la mise en place des textes du LMD, les crédits, le système ECTS. Hein, je rappelle que les ECTS, ce n'est pas des coefficients, hein, c'est une charge de travail évaluée hein, de l'étudiant moyen. Un ECTS, c'est 25 à 30 heures à peu près. De travail évalué. On a des référentiels de mention de licence hein, qui datent de 2006, la dernière version date de 2015. Hein, des référentiels de mention de master et doctorat, c'est en cours, des fiches RNCP, hein, inscription de nos diplômes au répertoire national des certifications professionnelles. Et puis voilà, on reconnaît en 2017, on reconnaît l'engagement étudiant et les compétences qu'il acquiert doivent être reconnus dans son diplôme. Et puis, si vous voyez la nouvelle arrêté de licence en 2018, on parle de modalités de contrôle des connaissances et des compétences. Et puis, on a, je vous disais que ces référentiels de Dublin ont été précisés dans notre réglementation à nous. En 2019, on est rentré dans le
le cadre national de certification. On a revu notre cadre national de certification professionnelle. Concrètement, ça se présente comme ça. C'est juste un petit détail hein, sur les niveaux, ce qu'on appelle 6, 7, 8, c'est-à-dire correspond à la licence, au master et au doctorat. Et donc voilà en quoi ça en termes de savoir, de savoir-être et de compétences, voilà à quoi, quel niveau on doit former nos étudiants. Donc, je laisse découvrir ça. Alors, les Learning Outcomes, j'ai mis à disposition quelques diapos pour que vous puissiez ensuite justement les voir sur à quoi ça a servi, en quoi ça a transformé les universités en Europe, hein, puisque ça c'est une enquête de l'association des universités européennes, hein, donc ils sont de plus en plus implémentés, c'est ce que vous verrez là-dessus, et à quoi ils servent. Donc ça doit être la référence pour construire les formations, pour évaluer les étudiants et pour communiquer aussi sur le profil des diplômés. C'est-à-dire donc qu'on va concrètement, on va décrire, on va dire voilà pour une licence en sciences de la vie qui est dans mon domaine, voilà quels sont les objectifs d'apprentissage. Donc, il doit être capable de maîtriser telle technique, mettre en œuvre, réfléchir à tel type de problème, résoudre tel type de problème dans le domaine de l'immunologie, par exemple, etc. Donc, c'est beaucoup plus, c'est pas une liste de connaissances, c'est à quoi vont être appliquées ces connaissances. Donc, ça ne gomme pas du tout les connaissances, hein. Ça explique comment, dans quel objectif on va délivrer ces connaissances, ces compétences. Voilà, donc on doit vraiment regarder ce que sont les objectifs d'apprentissage dans nos diplômes. Vous verrez ça aussi, donc en quoi ça a changé, hein. Donc bien sûr, ça va se focaliser sur les learning outcomes, c'est changer les contenus de nos cours, c'est rendre des étudiants, pour que les étudiants soient plus au courant de ces objectifs. Donc voilà comment ça a impacté, ce sont les réponses des universités, hein, comment ça a impacté les programmes et le comportement des étudiants, le comportement des enseignants. Donc notamment, vous voyez la 4e ligne par exemple, réfléchir aux learning outcomes, réfléchir à qui enseigne quoi, dans quel objectif. Ça introduit typiquement un grand changement. La ligne 4, les duplications de cours, c'est-à-dire les redondances, ont été réduites parce que finalement, les enseignants savent mieux à quoi ils contribuent, ce qu'ils font, ce que enseigne l'autre. Parce que pour aller à les learning outcomes au terme d'un diplôme, bien sûr, ça nécessite de travailler en équipe pédagogique, donc de former des enseignants. Donc vous le verrez, bon, je passe peut-être sur certains des détails, mais qui à mon avis sont intéressants. Vous avez la référence pour aller voir ce document. Alors bien sûr, il faut évaluer ces compétences. Il ne s'agit pas de dire simplement je vais former à des compétences. Alors, c'est la notion d'alignement pédagogique. Je pense que ça, c'est la meilleure image pour vous dire ce que c'est l'alignement pédagogique. C'est que si vous définissez que l'objectif d'apprentissage, hein, c'est votre learning outcomes, c'est que l'étudiant sera capable de sauter en parachute. Si, au point 2, l'activité pédagogique est de dire, eh bien, vous allez faire des lectures sur le parachutisme, et si le point 3, c'est l'évaluation, eh bien, vous allez sauter en parachute, il est probable que ça va être un petit peu dangereux pour l'étudiant. Donc, l'alignement pédagogique, c'est de dire que là, qu'est-ce qui n'est pas aligné? Eh bien, l'objectif, ok, c'est l'objectif, on ne va pas le changer. La stratégie d'évaluation, finalement, elle paraît bonne, puisque le but, c'est être capable d'être sauté en parachute. Mais vous voyez que ce qui n'est pas aligné au milieu, c'est bien le point 2, c'est les activités pédagogiques qui sont la lecture sur le parachutisme. Donc, c'était typiquement pas la bonne activité pédagogique. Donc, voilà, l'alignement pédagogique, c'est prendre en compte les modalités d'évaluation, les activités, et pour mettre ça en phase avec l'objectif. On pourrait citer un exemple où c'est le point 3 qui est pas. Si par exemple je vais former les étudiants à faire en droit par exemple justement à argumenter, à se préparer une plaidoirie et qu'à la fin je les évalue par un QCM, là vous voyez que c'est le QCM qui ne va pas être aligné. Donc ça on l'oublie souvent. Souvent on débarque dans le métier d'enseignant et puis en fait on y va, on dit voilà tu dois faire cours là-dessus, je fais cours là-dessus, je ne sais pas quels sont les objectifs du tout, mais je fais mon cours là-dessus parce que c'était Madame Machin ou Monsieur Truc qui sont partis à la retraite et donc je reprends le cours de Monsieur Truc et Madame Machin. Bien sûr, ça ne se produit nulle part, c'est que dans mon université que ce genre de choses arrive. Hein. Toute ressemblance avec votre université serait totalement fortuite, je suis navré. Et puis à la fin, finalement, on vous dit en fin de semestre, ah mince, tu dois filer un examen. Ben oui, mais en fait, c'est là qu'on peut donner un examen qui est une modalité qui est totalement déconnectée avec ce qui étaient les objectifs. Donc voilà, il s'agit de changer ce que je viens de dire là et résumer, c'est-à-dire qu'au cœur du processus, c'est plus l'enseignant, c'est l'apprenant, c'est ses compétences.
l'enseignant ne devrait plus être seulement celui qui transmet, il va falloir mettre l'étudiant en mouvement et qui se développe ses compétences, qu'il y a un cadre pour le développer. Et l'apprenant, c'est plus celui qui simplement écoute, restitue, c'est celui qui va être justement, qui va développer ses compétences. Et la preuve de la réussite, c'est plus simplement le QCM. Bon, je dis ça de manière caricaturale, mais ça passe simplement les informations qu'on trouve sur une copie, mais c'est sa capacité à transmettre ses apprentissages. Voilà. Donc, c'est une centration sur l'étudiant. Et puis, pour vous donner quelques éléments maintenant, pour finir sur le numérique, mais vous les découvrirez avec les références, c'est que vous voyez, 94% de nos étudiants, parce que je vais parler du numérique en entrée en vous montrant toutes ces pommes, mais 94% des étudiants envoient des textos pendant les cours, 63% des doutes. Ils pensent qu'ils ne peuvent peut-être pas concilier tout ça, mais en fait, ils le font. Et il y a la science nous montre qu'en fait, vous voyez, là, c'est l'exemple de celui qui a été multitâche, en gris, qui a envoyé des textos, et puis celui qui a fait uniquement que écouter, c'est l'histogramme en blanc, et vous voyez qu'on a testé dans un examen sa capacité, je ne rentre pas sur le détail de l'étude, mais vous voyez que celui qui était multitâche, mais il a perdu une partie de l'information, il est moins bon. Moi, je montre ça au début de mes cours à mes étudiants pour essayer de les convaincre, parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent tout faire, mais ce n'est pas vrai, on ne va pas rentrer dans les mécanismes du cerveau, mais le cerveau ne fait pas deux choses à la fois. Il peut faire des choses anciennes, vous pouvez marcher dans la rue, ok, mais ça, ce sont des processus extrêmement anciens dans l'évolution. Envoyer un texto et écouter un cours, ce n'est pas un processus très ancien dans l'évolution. De la même manière, ça c'est intéressant, c'est en fonction, les résultats, c'est pareil, c'est mesurer la capacité, enfin un score à un test, en fonction de si le téléphone portable était sur le bureau, l'histogramme de gauche, s'il était dans le sac, à côté, mais dans le sac, ou s'il était ailleurs, dans une autre pièce. Et vous voyez que, bien sûr, quand le téléphone n'a pas sonné pendant l'examen, bien d'accord, mais le fait simplement qu'il soit posé sur le bureau ou même qu'il soit dans le sac altère par rapport au fait qu'il soit loin. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il faut dire aux étudiants d'apporter le numérique ou d'éteindre leur portable? Chacun jugera. En tout cas, ce qui est important, bon, ça peut être, vous pouvez l'utiliser vous-même le numérique avec des applications de type Wooclap, Slido, des boîtiers de vote, Kahoot, c'est un autre système qui s'appelle Voter. Bien sûr, chacun va l'utiliser ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le boîtier de vote, c'est le scénario, parce que voilà, bon, par dérision, là, voilà le boîtier de vote, il n'y en a qu'un, celui qui l'attrape pourra passer le test et les autres auront 0. Ça, c'est bon, bien sûr, c'est de l'humour, ça ne se passe pas comme ça. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas les boîtiers de vote, c'est de savoir comment on les utilise et comment on les scénarise. Parce que le jour où demain, tout le monde utilisera un boîtier de vote dans tous les cours, ça saoulera les étudiants et ce ne sera plus une modalité qui va varier. Vous voyez où je vais vous emmener, c'est que ce qui est important, je vais passer un petit peu là-dessus, ce qui est important, c'est de varier les situations pédagogiques. Donc, on n'apprend pas forcément mieux avec le numérique. Je vous invite à lire ce petit de André Tricot et Franck Amadieu, avec ici, il a démoli 11, enfin, il n'a pas démoli, parce que certains, il confirme ou infirme certaines des affirmations. Ici, j'en ai mis que 3, mais il y en a 11. Par exemple, les images animées permettent de mieux apprendre. Bon, là, je crois que, je ne sais pas si la vidéo va marcher, je vais essayer. Mais si je vous montre, par exemple, une vidéo, ouais, elle est un petit, non, voilà, si, ouais, elle bug un petit peu, mais si je vous montre la vidéo de gauche, j'aurais pas dû vous montrer les vignettes, et si je vous dis comment court un cheval, bon, malheureusement, ouais, elle a un petit problème pour passer, mais vous ne voyez pas les temps, par exemple, où le cheval a toutes ses pattes en l'air, vous êtes incapable, en regardant la vidéo, de me décrire comment court un cheval, tandis que les vignettes vous le montrent beaucoup plus. Donc, vous voyez, l'image animée n'apporte pas forcément quelque chose. Donc, ça fait partie des éléments qui démontrent. Le numérique, par contre, vous voyez, ça peut être tout à fait utile quand vous avez ici des salles qui sont aménagées comme ça, où les étudiants peuvent travailler en groupe et en plus partager leur écran, ou bien des fois c'est le prof qui prend le relais sur toute la salle. Donc ça peut être bien sûr quelque chose de magnifique. Ça peut être aussi la ludopédagogie, c'est-à-dire par le jeu. Ici, c'est l'exemple d'un jeu de biologie moléculaire où on est capable de travailler la structure des protéines et où en fait les étudiants comprennent beaucoup mieux les choses. Ça s'appelle la ludopédagogie, pardon. Voilà, ça aurait dû être, les jeux sérieux, ça peut aussi aider à apprendre des gestes ou la simulation, ici, voilà, comme en santé, quelque chose d'extrêmement bien sûr important qui permet beaucoup. Donc le numérique, c'est aussi ça, c'est des choses très productives, mais attention, c'est le scénario pédagogique qui doit primer sur la technologie, parce que sinon le numérique à outrance n'a bien sûr pas d'intérêt. Et donc bien sûr, ce qui arrive aujourd'hui maintenant, c'est la réalité virtuelle et
dont j'avais prévu de passer un petit film, mais non seulement on n'a pas le temps, mais en plus il ne marchait pas tout à l'heure, qui vous montre ce qu'est, mais vous pourrez trouver le lien sur le diaporama, sur une conférence où Olivier Diens, qui est un collègue canadien, nous montre comment la réalité virtuelle vraiment arrive vraiment chez nous des technologies extraordinaires qu'il va falloir utiliser, mais utiliser à bon escient, pas simplement pour faire de la démonstration de show, de comment ça peut aider à développer les connaissances. Bien sûr, ce sont des possibilités nouvelles. Peut-être vous connaissez ça, le chatbot à l'Institut de technologie de Géorgie, où il y a 2 ans, pendant 6 mois, un prof avait un assistant qui était un assistant virtuel, qui répondait à toutes les questions. Les étudiants n'y ont vu que du feu. Il y avait 10 assistants, dont un qui était virtuel. Et en fait, il a programmé complètement, hein, l'assistant répondait à toutes les questions. Les étudiants avaient juste vu que celui-ci répondait plus vite que les autres et qu'il répondait aussi à 4 heures du matin. Mais sinon, ils n'avaient pas vu que c'était juste une personne virtuelle. Alors, pour certaines tâches d'enseignement, ce n'est pas de l'enseignement, c'est de l'assistance à l'enseignement. C'est répondre à des questions. Bien sûr, les technologies peuvent être intéressantes. Je vais passer sur les learning analytics, mais aussi elles peuvent être des fois un petit peu déstabilisantes dans le sens où elles nous obligent à changer de posture. C'est ce qui est illustré là. Maîtresse, Wikipédia dit que non. Et oui, ça déstabilise l'enseignant qui se retrouve des fois dans des situations où il n'est plus le seul sachant. Et donc voilà, le métier change beaucoup. Parce que tout ce que j'essaie de vous démontrer du début, c'est que le métier change, qu'il faut se concentrer sur les learning outcomes, savoir pourquoi on enseigne, utiliser les technologies, mais les utiliser à bon escient. Et ça ne peut pas, pour aller dans le sens de ma conclusion, hein, ça ne s'invente pas, on n'arrive pas, on ne débarque pas comme ça, ou même on peut être enseignant depuis 10 ans, 15 ans, le contexte change, donc vraiment il faut, c'est ma conviction, hein, se former, être accompagné et pour mettre en place vraiment les conditions de la réussite des étudiants. C'est très bien, Roland Viot l'a bien décrit, hein, qu'il faut que les étudiants, il faut leur donner du sens dans leur activité, donc il faut leur proposer des activités qui ont une valeur, où ils se sentent compétents, il ne faut pas que la marche soit trop haute à monter, hein, pour le dire autrement, et dans lesquels ils ont un sentiment de contrôlabilité. C'est-à-dire que ça peut être simplement de dire, ben voilà, un thème générique sur lequel vous allez faire une recherche, mais finalement le thème précis, c'est vous qui allez l'orienter. Et puis la restitution, vous allez la faire, je ne sais pas, par exemple sous forme d'un poster ou sous forme d'une mini-conférence de 10 minutes, par exemple. Donc, un sentiment de contrôlabilité. C'est ça qui va favoriser l'engagement des étudiants. Et bien sûr, si ça favorise la réussite, bien sûr, ça alimente tout ça. Peut-être je voulais vous donner un élément sur la concentration. Voilà, je vais terminer là-dessus pour vous dire comment il faut pas être, il faut donner des temps de réflexion dans ces séquences pédagogiques. Ça, c'est une étude qui a été faite, publiée en 2013, où des étudiants ont été soumis à 3 protocoles. Alors, il y avait ce qui est représenté par lecture. Et bien, lecture, c'est qu'ils avaient, donc c'était un enseignement, je crois que c'était de 21 minutes, enfin, c'était même 4 séquences de 5 minutes 30, donc c'était pas très long. Donc, ça faisait 21 minutes. Et puis, ensuite, il y avait une petite séquence qui est appelée maths. J'ai oublié le détail de cette séquence. Ils devaient répondre à quelques… Oui, ils avaient quelques affirmations qui précisaient certaines des notions qui étaient vues dans ces petites séquences, ce total de 21 minutes, donc qui permettait de reponctuer bien certaines des notions. Et puis ensuite, ils ont un test, hein, ça c'est le premier… un petit test sur ce qu'ils viennent d'écouter, justement, c'est 21 minutes de lecture. Puis vous voyez, c'est reproduit 4 fois. Donc ça, c'était pour le premier, c'était les cobayes, on va dire. Les non testés, ceux qui sont en bas, ils avaient eu les 21 minutes. Et puis ils ont eu 2 fois, pour maintenir sur la même durée, des petites séquences où on leur remettait des notions sur ce qu'ils venaient de voir. Et puis il y a Restudy, où en fait on leur remettait à nouveau, c'était une autre modalité, on leur remettait à nouveau des petites choses qui reparlaient de la même chose. Donc vous voyez, la grosse différence, hein, c'est qu'il y a des séquences de tests qui sont dans la ligne numéro 1 qui est testée. Et à la fin, en rouge, il y a un test final sur ce qu'ils ont appris durant ces séquences-là. Et bien, vous avez les résultats qui sont ici. Donc, ceux qui sont testés, hein, c'est la colonne T. Alors, le résultat au test, on le voit sur la droite. Ceux qui ont le plus appris, et les écarts types sont très significatifs, ceux qui ont le plus appris, c'est ceux qui ont eu des petites pauses où ils ont pu faire des tests, un petit bilan sur ce qu'ils venaient de voir. Et en fait,
Par ailleurs, on avait testé deux choses, hein, deux autres choses. Je vais vous montrer simplement une, qui était, vous voyez, les flèches bleues. Pardon, excusez-moi, il y a des flèches bleues en bas de mon schéma. Et donc, on leur demandait, est-ce qu'ils ont eu des étapes à ce moment-là, à plusieurs moments dans les lectures, on leur demande, est-ce que vous avez eu une étape de rêverie, vous avez un peu décroché, en fait. Et donc, c'est ce qui est présenté là, donc l'histogramme en bleu à gauche. Vous voyez que ceux qui ont eu ces séquences où ils ont eu le temps de se poser, en fait, faire le point, vous allez voir un petit QCM dessus. Vous voyez qu'ils ont moins d'étapes de décrochage pendant le cours. Ils ont moins d'étapes de décrochage. Et je crois que, voilà, dernière chose que je voulais vous montrer, ça c'était une mesure de l'attention, justement lors d'une vidéo de 40 minutes, c'est mesuré toutes les 5 minutes. Donc pour ça, il y a 8 séquences, 40 minutes. Et donc, l'attention, c'est simplement du déclaratif. On demande à des moments à l'étudiant, est-ce qu'il a eu une petite étape de décrochage pendant les 5 minutes qui viennent de se dérouler? Et vous voyez que l'attention, elle est à peu près bonne jusqu'à 20 minutes. Oui, 4 x 5, 20 minutes. Et que l'attention, elle décroche après. C'est probablement ce que vous avez fait. Vous avez dû décrocher au bout de 20 minutes en regardant. Donc, si vous avez la chance de regarder cette vidéo en plusieurs fois, eh ben, arrêtez-vous 20 minutes, allez vous faire un café, allez marcher un petit peu et puis revenez. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait nous dicter aussi notre manière d'organiser notre enseignement. Voilà, globalement, ce que je voulais vous dire avant de pouvoir répondre à des questions. Donc, tous ces genres de choses, hein, quelle est la durée de l'attention, comment on mémorise, alors ça, j'ai pas eu le temps on en parlait beaucoup, le fait qu'il faille varier les diversités d'enseignement, utiliser le numérique avec, de manière appropriée, bien, tout ça, ça ne peut se faire que, on peut en prendre conscience que si on est accompagné, à mon avis, que si on est formé à tout ça. Merci. Alors, est-ce qu'on a des... Vous avez des questions? On peut avoir des questions sur d'autres choses que je n'ai pas évoquées, hein, il n'y a pas de... Et puis, vous avez le droit, surtout, de ne pas être d'accord, et ce ne serait pas étonnant d'ailleurs. Vous ne soyez pas d'accord avec tout. Personne n'a vérité vraie et complète. On attend les retours en ligne. Alors, on attend de voir s'il y a des retours en ligne. Est-ce que je les vois, les questions là? Je devrais pouvoir les voir, mais il y a tellement de fenêtres. Je vais replier cette fenêtre-là et les voir ici. Je trouve que ce n'est pas facile de s'adapter à l'auditoire. Par exemple, moi j'enseigne à la fois à des étudiants en médecine qui ont concours en première année, qui doivent régurgiter une quantité énorme d'informations. Donc, qui ont un cours sous forme de QCM à la fin. Bien sûr, oui. Et d'autres étudiants en master en sciences, où là, on a plus le temps de mettre en place effectivement d'autres pédagogies. Donc, comment répondre à ces différents types d'auditoires et adapter au mieux c'est-à-dire les contraintes qu'on a. Oui, vous citez l'exemple de la PACES, hein, qui est vraiment pas, le contexte dans lequel on peut faire de la pédagogie. C'est certainement pas. Donc, je ne veux pas dire que le cas est désespéré dans ce cas-là, mais vous n'avez pas les conditions, bien sûr, ni en termes de nombre. On peut faire un amphi actif. On peut faire des amphis actifs avec pas forcément des boîtiers de vote parce qu'on ne peut pas distribuer des boîtiers, mais on peut le faire avec des systèmes de vote. On peut le faire à 200. Ça se fait. C'est pas le plus facile. Je vais un instant brancher ma batterie parce que sinon il va se passer quelque chose. Je suis désolé, je quitte l'écran, mais il faut que je branche.
cette question. La question, ça a été étudié. Alors, j'ai une diapositive un petit peu bizarre, parce qu'il y a des brocolis comme ça. Parce que le titre de l'article s'appelle « Est-ce que la pédagogie active, c'est comme les brocolis ?» Alors, bon, je décris pourquoi, parce que je pense que les auteurs ne devaient pas aimer parlent de l'idée que les brocolis, c'est pas bon. Moi, j'adore les brocolis, donc voilà. Et que, voilà, est-ce que finalement, les brocolis, on en mange parce qu'il faut en manger, mais que finalement, on n'aime pas ça? Alors en fait, ce qui montre dans cet article, qui a été fait sur 1090 étudiants, qui avaient donc le même enseignement, soit en pédagogie, on va dire frontale, et en pédagogie active, et dans lesquels ils réussissaient mieux par les méthodes de pédagogie active. Il y en avait plusieurs, hein. Ils réussissaient mieux. Donc on pourrait dire finalement, ils ont mieux réussi, ils étaient sans doute plus heureux. Et la réponse est non, ils ne sont pas plus heureux parce qu'ils ont aussi des critiques en disant que justement, ça les a fait plus travailler, etc. Donc en fait, est-ce qu'on rend nos étudiants heureux en faisant de la pédagogie active? Alors certains, oui, très certainement. Mais globalement, est-ce qu'on peut dire que non? Les études montrent que non. Donc c'est pas pour ça qu'il faut, faut le faire d'abord parce que nous, ça fait partie de notre métier, de réenchanter le métier, de varier les choses. Bien sûr, certains étudiants apprécieront, d'autres n'apprécieront pas du tout, mais n'imaginez pas, ça va les rendre super heureux. J'en ai fait, alors moi, bien sûr, mon expérience personnelle n'a pas de valeur parce que je ne suis pas sur une étude sur 1000 personnes, mais quand même, en faisant des évaluations de mes enseignements, j'ai aussi ce sentiment-là que, ouais, c'était bien, mais on a bossé, quoi. Enfin bon, voilà, ouais, on aurait pu aboutir au même résultat en bossant un peu moins, quoi. Même si les résultats sont meilleurs. Donc, ça ne doit pas vous décourager non plus. C'est quand même la conclusion derrière, parce que ça n'a pas non plus d'effet négatif. Et donc, si vous-même, ça vous a rendu heureux, c'est très bien. Alors, j'ai une question en ligne. C'est quel retour, après 2 ou 3 sessions du MOOC, sauf formé l'enseignement supérieur, le retour des enseignants, en fait? Le retour des participants. Oui. Alors, on a fait une étude, justement, on a fait une étude scientifique sur la première session du MOOC, justement, où un certain nombre de personnes ont été sondées, hein, donc par un labo de recherche, hein, donc c'était pas du tout le ministère qui a fait ça. Et donc, qui nous a permis de corriger un certain nombre de choses, des fois de critiques sur des vidéos qui n'étaient pas d'assez bonne qualité, etc., ou des temps de session qui étaient trop longs. Et donc, le retour a été, on l'a publié. Donc, le retour, c'était que, alors il est globalement très favorable, ensuite avec des questions, bon, voilà, telle séquence est trop longue, là il manque des choses ici ou là, mais globalement on a publié ça au mois de mai dans un article dans Distance et médiation des savoirs, qui est disponible en ligne, c'est en open source, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez tous le télécharger, je crois que c'est en mai ou juin, et donc le premier auteur doit être... on a fait ça avec Nathalie Younes, qui est donc la chercheuse du laboratoire ACTE de Clermont-Ferrand, et puis tous les membres du comité de pilotage, moi-même, mais Luc Massou. Voilà, si vous cherchez les auteurs, voilà, Massou, Lal, Younes, Distance et médiation des savoirs, vous trouverez Pascaline Delalande et Carole de Serra-Piquant, pour n'oublier personne. Donc, vous aurez quelques éléments. Alors ensuite, quel retour? Ça, c'était bon pour dire, on a testé les gens. Ensuite, il est quand même, il y a eu 13 000 inscrits la première année. Là, on est la 3e année, on a